Bonjour à tous, petite vidéo pour vous faire un point de lecture spécial Asie, ça fait longtemps que je vous en avais pas fait. Sinon pour ma caméra, vous savez que j'ai un petit souci alors que elle n'est pas vieille. J'ai peut-être, je dis bien peut-être trouvé, c'est l'occasion de tester. On va voir si j'avais vu juste. Et on va commencer avec du graphique pour une fois, avec Spy X Family de Tatsuya Endo. Chez Kurokawa, le tome 14, j'adore cette série, c'est fun, c'est pas crédible, on est d'accord sur cette histoire d'espion, puisque pour ceux qui connaissent pas, on suit un espion qui va devoir se créer une fausse famille, je ne sais plus pour quelle raison. On en oublie la raison d'origine en fait, mais ça c'est pas grave. Et du coup, il va avoir pour femme une tueuse à gages et pour fille une gamine qui sait lire dans la tête des gens en fait. Donc je vous laisse imaginer les scènes que ça peut occasionner. Surtout que cette petite fille est d'une naïveté confondante et un peu stupide sur les bords, mais pas surtout. Il y a des choses sur lesquelles la mine elle en a dans le crâne quand même. Donc ça paraît pas pareil comme ça, mais finalement. Et ouais, je remets le pied correctement parce que je l'ai mal mis. Ensuite, Captivated by You de Yama Bayama aux éditions Vega. C'est dans la collection Alpha. Je connaissais pas ce titre, je l'ai pas vu passer sur les réseaux sociaux. Et en fait, on suit deux personnages totalement opposés. D'un côté, il y a Hayashi qui a des passe-temps étranges mais qui est adoré par tout le monde. Grosso modo, c'est quelqu'un qui, quand on nous présente dans le manga, on est vraiment... on l'aime tout de suite beaucoup, on se rend compte qu'il est très apprécié par tout le monde, très bien entouré. Et au fur et à mesure du temps, on se dit tiens, c'est vrai qu'il a ce passe-temps un peu bizarre. Et en même temps, il est hyper gentil et il aide un peu les autres, mais sans jamais le montrer vraiment. Et la deuxième partie du manga est consacrée à Nikaido, qui de son côté est tout l'inverse. Les gens le fuient, euh, ils ont mis une malédiction sur lui, soi-disant, dont il ne faut pas l'approcher, machin, voilà. Et en fait, ce personnage-là, il fait tout justement pour qu'on le fuit. Et vous découvrez le pourquoi du comment en, en lisant ce manga. Désolée, j'ai un peu bugué. C'est rare que je tourne tôt le matin, mais avec la chaleur, je préfère faire ça. Et en fait, on va suivre ces deux personnages, pas de leur point de vue, mais du point de vue de leurs camarades. Et justement, pour Nikaido, on va découvrir la vérité. Parce qu'un de ses camarades va finir par dépasser la barrière de l'apparence physique. Et c'est tout le principe de ce manga, c'est de nous montrer que il y a ce que les gens voient et il y a la vérité. Et j'ai trouvé ça pas mal. Après, je sais pas ce que j'en attendais, mais j'avoue que j'étais pas non plus... c'est pas la bonne pile. Ouais, je vais faire ça. Mais bon, il était pas non plus... Ensuite, je sais pas comment je vais vous en parler, mais on va trouver. Haruki Murakami, La cité aux murs incertains, chez Belfond. J'adore Murakami, de base. J'aime beaucoup ce que fait cet auteur. Alors la question qui va se poser, la première question que je me pose sur ce livre, c'est est-ce que c'est moi qui ai changé et que du fait de mon trouble de l'attention, plus la période de deuil que je vis et qui encore... ça va mieux mais c'est pas encore ça. Il y a d'autres choses qui se mêlent à tout ça en plus, en bref, passons. Est-ce que c'est ça qui fait que le livre, je l'ai mis? Il y a eu un... Je sais pas, il y a un truc qui me bloque. Ou est-ce que c'est vraiment juste ce livre-là qui pour moi n'est pas... En fait, le problème de Murakami, c'est que quand vous lisez un Haruki Murakami, vous ne savez jamais vraiment ce que vous allez lire. Mais jamais. C'est du réalisme magique et je me rends compte que j'aime beaucoup le réalisme magique. Les livres que je lis dans lesquels il y a ce genre de choses, j'aime beaucoup cette subtilité-là. C'est quelque chose que j'aime vraiment. Murakami, on est servi là-dessus, puisqu'en fait, on va suivre deux personnages, enfin un personnage surtout, qui, à l'adolescence, il avait une amie fille dont il était amoureux, et ils avaient inventé cette fameuse cité. Mais c'était de l'ordre de l'imaginaire. Et à l'âge adulte, il va s'y retrouver dans cette fameuse cité. J'en dis pas plus pour pas spoiler quoi que ce soit. Les noms des personnages n'existent pas, ils n'ont pas de prénom. Les deux n'ont pas de prénom. Ça encore, ça me gêne pas. Murakami, ça m'étonne pas trop de sa part qu'il soit capable de faire ça. Et je trouve justement que un, c'est même un tour de force de réussir à écrire une histoire sans mettre le nom de ces deux personnages-là et que ça nous perde pas. Là, pour le coup, il nous a pas perdus.
La cité en question, j'aime beaucoup la cité qu'il a créée. Euh, je voulais y rester. En fait, la cité qu'il a créée, quand on atterrit dedans, je voulais y rester. Sauf que c'est pas toute l'histoire en fait, il y a d'autres choses forcément parce qu'il y a toujours une histoire d'amour avec Murakami, elles sont toujours un peu très atypiques mais c'est ce que j'aime aussi. Et en fait, plus... Est-ce que je peux le dire? Je peux pas trop le dire parce qu'il s'arrête là, en fait le roman est coupé en deux parties. Et si vous lisez, alors moi pour avoir lu les remerciements et les explications de l'auteur sur ce roman, il l'a travaillé pendant 4 ou 5 ans. Et en fait, il a réuni deux de ses anciens romans. Il a réuni La fin des temps et le deuxième, j'ai oublié. Et pour avoir vu en librairie La fin des temps, j'ai relu le résumé et j'ai fait ouais, effectivement. Je vois ce qu'il veut dire parce qu'il n'en était pas satisfait. Du coup, il a voulu le retravailler. Le Covid est passé par là et je me demande aussi si justement la question du Covid n'a pas joué sur son écriture. D'ailleurs, c'est ce qu'il a l'air de sous-entendre dans ce qu'il dit. Euh, Comment vous parler de ce roman? Après, on est typiquement dans des personnages de Murakami. C'est de l'univers de Murakami, mais je sais pas, même dans sa plume, il y a un truc qui est pas comme d'habitude. Quelque chose de différent. Je ne saurais pas vous dire quoi. Je suis incapable. Et de fait, j'ai eu du mal à le lire. À un moment donné, j'étais presque à l'abandonner. Et je sais pas pourquoi j'ai continué dans les pubs d'une émission, mais je continue à le lire. Et il y a eu cette révélation à un moment donné sur un personnage en fait, le héros va être en contact avec un ancien directeur de bibliothèque, on va dire ça, je vais pas en dire plus, qui est très atypique. J'ai adoré ce personnage, qui est juste génial. Et la révélation qu'on a au bout de 50 pages sur ce personnage, c'était what? Ça m'a remis un gain d'énergie au moment où j'étais en train de son point de m'endormir finalement. Et c'est pour ça que je dis, pour moi, c'est pas mon préféré. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont adoré, qui l'ont mis en préféré, mais pas pour moi, personnellement. Et lui, voilà, puisque j'ai pas encore fait la chronique écrite, je ne sais pas ce que je vais écrire. Parce que s'exprimer à l'oral, il y a les émotions, il y a le ressenti, mais à l'écrit, il n'y a pas. Donc, moi, j'arrive à lire entre les lignes sur l'écrit, mais parce que je suis hypersensible dès que j'arrive à capter les choses, mais je sais que tout le monde n'a pas ça. Bref, passons. Dans les livres compliqués, on va continuer sur la lignée des livres compliqués. The Sword of Kaigan de M.L. Wang aux éditions Calix. Il me semble que c'est Calix. Ouais. Chez Calix, bon bah voilà, vous avez l'objet qui est très beau. Euh, Là, vous avez la carte. Et là, vous avez ça, c'est juste génial. Alors, comment vous résumez ce livre? Il est irrésumable. C'est même le résumé en quatrième de couve, je trouve que il reflète pas le livre, personnellement. Mais en même temps, il faut bien en faire un, c'est tout le problème. On est au sommet d'une montagne. Je vais vous lire le résumé, c'est plus simple. Au sommet d'une montagne vivent les guerriers les plus puissants du monde, des surhommes capables de manier des lames de glace. Depuis des centaines d'années, les combattants de la péninsule de Kusanagi tiennent les ennemis de l'Empire à distance, ce qui a valu à leur bout de terre gelée le nom d'épée de Kaigen. Lorsque les vents de la guerre commenceront à souffler, la famille Matsuda aura-t-elle la force de défendre les siens? Ou ses membres s'entre-déchireront-ils avant même que les vrais ennemis n'atteignent leur côte? Et évidemment qu'on est dans un esprit très japonisant. On reste sur un univers quand même fantasy, donc tout est inventé comme vous l'avez vu, mais c'est quand même très inspiré. Je vais aller chercher le nom des personnages parce que je me souviens pas de tous les noms, si j'y arrive. Alors, Matsuda. Moi, c'est le nom des noms de la famille Matsuda qu'il me faut. Le reste, je saurais faire sans. Voilà, Matsuda. Alors, que je me trompe pas. J'ai un bug là, je suis désolée, mais j'ai un bug. Donc on a Takashi, voilà, c'est Takashi que je vais chercher. Donc Takashi, c'est grosso modo, c'est un guerrier incroyable, qui est froid, qui se montre un peu d'ici, qui applique les règles vraiment culturelles, enfin c'est même pas culturel, c'est vraiment la tradition à l'état pur. Et ils ont des enfants avec sa femme, Setsuko. C'est vraiment ça, Setsuko? Non, c'est Misaki.
Donc c'est Takelo, pardon, c'est Takelo, du coup le père, avec Misaki, son épouse. Misaki qui est une femme, quand on la découvre, on imagine quelqu'un de très... vraiment dans l'esprit des traditions, presque soumises, etc. Et non, elle n'en a que l'apparence. Son passé est juste incroyable, et il y a une scène à la fin de ce livre par rapport à cette fameuse... Il y a une forme de guerre en fait, il y a une guerre qui se produit, et après la guerre, parce qu'on suit vraiment cette famille tout du long, avant, pendant, après. Après la guerre, il se passe une scène entre elle et son mari qui est juste mais, digne des films d'action. Si vous aimez euh, les films d'action japonais avec des samouraïs, etc., mais lisez ce bouquin, vous serez au paradis. Et cette scène-là, vraiment, ça m'a rappelé mais des scènes emblématiques de films, que ce soit chinois ou japonais, avec des sabres. Ça m'a rappelé ça. Et j'ai dit, c'est The Scène. Voilà. Et honnêtement, Misaki, elle toute seule, elle vous tient le truc, mais j'ai adoré à chaque fois la croiser et lire des choses écrites de son point de vue. Ils ont 3 enfants, 4 enfants, j'en ai oublié un, le pauvre, mais il est encore très jeune dans le livre aussi. Il y a Mamoru, Hiroshi, Nagasa et Izumo. Et Mamoru, en fait, il est adolescent à ce moment-là, il a 14 ans si je me trompe pas. Et c'est par lui qu'on découvre toute l'histoire et rencontre en fait un nouveau camarade de classe qui est d'origine l'équivalent de la Corée. Je pense l'équivalent de la Corée vu le nom. Lui, il découvre tout ça en fait. Et Mamoru, c'est comme son père est quand même... Je vais pas dire qu'il est vu comme un dieu dans son village, mais il est très respecté, il est très apprécié. Donc Mamoru, il a quand même la pression de devoir arriver au même niveau que son père, au moins ça, voire le surpasser, c'est encore mieux. Parce qu'ils ont des pouvoirs, justement ce pouvoir de glace, et que Mamoru, pour l'instant, ne l'a pas déclenché. Et que c'est un peu une honte pour son père. C'est en ça que je dis, il y a les traditions, la pression sociale, etc. Il y a plein de thématiques. C'est un peu confus comme je vous en parle parce que franchement, il s'est tellement dans ce livre, je pourrais vous parler de tellement de choses, de tellement de sujets qui sont abordés. J'ai l'impression que la personne qui l'a écrit, parce que je ne sais pas du coup c'est un homme ou une femme, j'ai l'impression que cette personne en fait a voulu balayer tous les sujets de société possibles et inimaginables. Il y a aussi des mots, tout un lexique à la fin. Mais je vais vous le dire franchement, je l'ai lu quasiment, j'ai lu le livre sans quasiment y regarder parce que l'auteur ou l'autrice a réussi à faire ça de manière à ce qu'on n'ait pas besoin trop d'y jeter un œil. Enfin, en tout cas pour moi. Après, je me doute qu'il y a des gens pour qui ce sera plus compliqué. Mais c'est tellement dense. Je sais pas comment vous l'expliquer autrement. Il y avait une autre carte aussi. Alors il n'y a pas d'illustration en cours de bouquin par contre. Et honnêtement tant mieux parce qu'en fait ça casserait la lecture. Moi personnellement j'ai beaucoup aimé. Et pour le coup celui-là il est chroniqué. Je sais pas, je me souviens même plus de ce que j'ai écrit. J'ai fait ce que j'ai pu. Je me suis attardée sur le personnage de Misaki parce que Misaki pour moi elle est celle qui va faire bouger les choses. Donc, grosso modo c'est un peu ça l'idée. Et en fait on nous présente vraiment les affres de la guerre et comment c'est du point de vue de celui qui subit la guerre en fait. Des deux côtés c'est subi mais c'est celui qui reçoit on va dire. Si je peux dire c'est comme ça. Ensuite la floraison des Sakura de Dana Blue aux éditions Salambo. Petite maison d'édition qui démarre, premier titre qui sort. Et je connaissais pas l'autrice qui est apparemment très connue, qui est dans ce secteur là en tout cas, dans les livres à romance BL. Alors je vais commencer par vous dire, les scènes sont hyper explicites, donc si vous ne voulez pas de ça, fuyez. La relation... Alors je vais vous parler d'abord du résumé, et après je vous explique pourquoi, ce qui me vient à l'esprit. En fait il y a eu une guerre entre le Japon et la Chine, enfin en Corée en tout cas, c'était en Corée, mais il y a eu beaucoup de conflits japonais entre le Japon et la Corée et la Chine s'en est des fois mêlée. Donc là, c'est ce qui s'est passé et Haru est En fait, Haru est un guerrier qui se trouve là-bas, sauf qu'il n'a pas du tout le physique ni les compétences pour partir à la guerre, mais on l'a envoyé quand même parce que devoir familial, hein. Et il va être, enlevé, on peut dire ça, par l'empereur de Chine. C'est bien l'empereur de Chine. D'un coup, oui, c'est bien l'empereur de Chine. J'ai eu un bug encore. Je vous dis, aujourd'hui, je suis en mode bug, apparemment, c'est pas grave. L'empereur de Chine, Xingli.
Et parce que en fait pour lui c'est une femme en fait. Parce que Haru a un physique tellement androgyne qu'on le prend pour une femme. Et sauf que bah il va se rendre compte que non, c'est un homme forcément parce qu'il voulait en faire sa concubine, une énième concubine. Et il y a forcément le choc que c'est un homme, il lui le reproche, mais finalement il est tellement obnubilé par Haru que finalement il va le faire passer pour une femme au sein de ses concubines, il va s'arranger pour en tout cas. Donc l'oblige à porter des robes, enfin je vous laisse imaginer les choses qu'il lui fait subir au final. Et il y a forcément des scènes hyper... Enfin, il y a des scènes hyper explicites. Et le mot romance en fait est un peu compliqué dans le sens où, pour l'époque, si on se remet dans le cadre historique, je suis d'accord avec l'autrice dès le début, l'autrice elle le dit, avertissement, au regard de l'époque, ça n'aurait jamais été possible à l'époque, on est d'accord, mais en admettant que ça aurait été possible, ce qu'elle a écrit est cohérent. Très sincèrement, tout est très cohérent, tout est très bien écrit. Moi, je me suis vraiment laissée porter par l'histoire et ça m'a pas dégoûté, le côté toxique m'a pas dégoûté parce que l'époque. Et pour avoir vu des films et lu des bouquins sur comment les concubines étaient traitées par moments, ou même les femmes, d'ailleurs de ces messieurs, on sait que. Donc là-dessus, je savais ce que j'allais lire quand même. Je m'attendais... Est-ce que je m'attendais à beaucoup plus explicite que ça, étonnamment. Pourquoi, je sais pas, mais je m'attendais à quelque chose de plus... Même s'il y a des scènes qui sont quand même hyper, voilà, hyper détaillées. C'est vraiment très très détaillé. Mais si je compare par exemple, c'est pas du BL, mais si je compare à Force Wings par exemple, si vous prenez les scènes explicites à la fin, Force Wings les bat à plat couture le bouquin, de mon point de vue. Et effectivement, de fait, je sais qu'il y a des gens qui refuseront de lire des relations toxiques parce que c'est toxique entre eux. Surtout au regard de ce qui arrive à Haru, je sais pas si je peux le dire. Non, c'est pas marqué en quatrième, donc je peux pas le dire. Mais il y a une particularité, une autre particularité concernant Haru. Et effectivement, à force de cette relation toxique, où c'est non, je veux pas, mais je veux quand même, c'est un peu ça l'idée, ils vont apprendre à se connaître et ils vont comprendre certaines choses. Et j'ai bien aimé le fait que dans le harem, ce qui se passe dans le harem, parce qu'on suit aussi Haru au sein du harem, et ça reflète tellement ce que j'ai pu lire sur la Chine. Donc ça confirme juste que l'autrice dit la vérité quand elle dit qu'elle l'a fait relire, elle est spécialiste de la Chine. Et effectivement, j'ai revu tout ça, c'est vachement bien fait. Par contre, parce qu'il faut bien un défaut, les fautes. Alors apparemment sur la réimpression, parce que le livre était déjà en rupture de stock, sur la réimpression ils ont corrigé les quelques fautes d'après Dana Blue. Pour moi non, il y avait vraiment trop de fautes. Si au bout de 70 pages je suis déjà en train de pester et à deux doigts de claquer le livre, enfin pas de claquer le livre parce que l'histoire est justement vachement bien. Et c'est là où je me dis qu'elle a vraiment écrit un truc chouette pour que j'en vienne à faire abstraction des fautes et à faire la correction mentalement toute seule et voilà. Et il est aussi illustré en cours. Alors par contre, je suis étonnée parce que ils ont fait le choix d'estampes japonaises. Alors ça se passe en Chine. Alors certes, Haru est japonais, mais les tenues sont pas tout à fait pareilles normalement en Chine, il me semble. Il y a aussi ça. J'ai peut-être... Hop, parce que je me montre de très loin. Je fais gaffe parce que j'ai mal au bras. Enfin, je suis perclue de douleur là depuis quelques jours, mais j'ai peut-être le fin mot de l'histoire du pourquoi, qu'est-ce, comment. Ce matin, j'ai une surprise. Je me dis, ah, il semblerait que. Alors, je fais gaffe à ce que je vous montre parce que même si je vais arriver à en retrouver une. Ça, c'est ça de pas préparer cette vidéo. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je prépare rien. En fait, plus je réfléchis et moins ça marche avec moi. Donc, j'ai décidé d'arrêter de réfléchir. Ce qui va me poser problème à l'avenir, mais voilà. Bref, la couverture est très belle aussi. Sincèrement, j'ai pas encore fait la chronique non plus. Ensuite, et dernier, on a combien? On a 19 minutes. Ouais, donc ça a marché mon truc. Ouais, yes, j'arrivais à prendre tout ça. La librairie des souvenirs de Song Yoo-jung aux éditions Michel Lafon. Au regard de la couverture, est-ce que j'ai besoin d'expliquer pourquoi j'ai acheté ce livre? Bah évidemment que non. J'aurais dû mettre le truc plus près, c'est pas grave. Alors, ce livre, moi je l'ai acheté en mode
Bon, c'est coréen, il y a une librairie, la couve est sublime, le résumé, oui. Et là vous dites, il y a un blême quelque part. En fait, le livre est sublime. Pour vous dire que j'en ai parlé avec mon psy, parce que ça me concerne plus que près. En fait, si vous voulez savoir qui je suis, lisez le bouquin. Voilà. On va résumer ça comme ça. À 90%, on est raccord. Et j'en ai même parlé au psy parce qu'en fait, en le lisant, j'ai vraiment pleuré régulièrement sur la moitié du livre. Parce que c'est dès le début. Ici, en fait, on suit Ji-won qui est écrivaine. Donc moi déjà, je suis pas écrivaine, donc ça règle le problème. Et en fait, au début du livre, elle se sent pas bien et elle a du mal à respirer. Enfin, quelqu'un qui fait des crises d'angoisse, anxiété, surtout la nuit, qui dort pas. Donc elle va voir un médecin, sauf que elle vit un peu ce que je peux vivre de temps à autre avec le corps médical. Alors pas souvent, ça par rapport à d'autres gens, quand même. Donc le médecin lui donne des somnifères et basta. Grosso modo, c'est ça. Tu veux dormir, je te donne des somnifères. Sauf que c'est pas ça le problème. C'est que c'est là-dedans le problème. Et que jamais on lui parle de psy. Donc, elle sort, elle jette les cachets et elle est désespérée et elle va en finir. Grosso modo, elle va en finir vraiment. Et sauf qu'elle va atterrir devant cette fameuse librairie qui de l'extérieur fait pas de mine, mais quand vous voyez l'intérieur, que la couverture reflète très bien ce que j'ai lu. Quand vous êtes à l'intérieur, c'est magnifique, c'est grand. Et elle est ravie parce que forcément le monde l'ivresse, ça lui parle totalement. Et en prenant un livre au hasard, bah, elle tombe sur un de ses souvenirs. Et là, toute l'histoire va commencer parce qu'en fait, elle a le droit de revoir 3 de ses souvenirs et de changer les choses, mais vous verrez que changer les choses n'a pas la signification à laquelle on pense, ni même l'héroïne, surtout pas l'héroïne. Et c'est par le biais de ces souvenirs qu'on va découvrir aussi Ji-won et aussi celle qui gère les lieux. Celle qui gère les lieux, pour une fois, on a un personnage atypique, bien loin des conventions, j'ai envie de dire, enfin, pas loin des conventions, mais très mystérieuse. J'aime beaucoup ce genre de personnage aussi. Certains regretteront peut-être que ce personnage n'ait pas été creusé, mais moi ce que j'ai apprécié, c'est qu'on n'a pas eu ce truc habituel sur ce genre de livre asiatique feel good. Je mets des gros guillemets sur le mot feel good parce que pour moi, c'est pas ce qui représente le livre. Euh, pour une fois, on n'a pas le cliché qu'on peut avoir sur les gérants d'établissement, on va dire. C'est ça qui c'est ce que j'ai apprécié. Et Ji-won, bah, j'ai pas de. Je suis vraiment pas objective la concernant parce que vraiment, je vous dis, entre ses angoisses, on a ses insomnies, son hypersensibilité, la question du deuil, parce qu'en fait, dès le début du livre, on se rend compte qu'elle est en deuil depuis 7 ans, elle a perdu sa mère et elle s'en remet pas, elle n'arrive pas à avancer. Les sentiments de culpabilité. Euh... c'est moi. Je vous jure que c'est vrai. Et j'ai apprécié la façon dont sont traitées cette histoire de souvenirs et le but, en fait, réellement derrière, que je trouve bien plus crédible, même totalement crédible, par rapport à bien d'autres livres feel good que j'ai pu lire, que j'ai pourtant adoré, hein, c'est pas la question. La caméra s'est coupée, mais on a gagné au moins 10 minutes, enfin pas bien loin, donc c'est déjà un progrès, donc je suis sur la bonne voie. Bref. Donc je disais, j'étais en train de dire que j'avais faim. Mais bref, ce livre est juste magnifique et même si moi je suis pas objective de fait parce que je me suis sentie bien trop concernée, je vous encourage vraiment à le lire parce que on a tous vécu des choses qu'on regrette, on a tous des choses qu'on a regretté de dire, de faire. Et là une citation je prends par rapport au post-it. L'hypersensibilité conduit toujours à l'épuisement physique. Je vous dis pas la suite parce que là on est sur l'histoire, mais c'est tellement vrai. Moi je sais que les relations, quand je suis dans une pièce avec plus de 3 personnes, maintenant c'est compliqué. Donc, on a tous déjà vécu ça à un moment ou à un autre, ce genre d'instant suspendu, alors que l'on est en train d'essayer de faire quelque chose et où la seconde suivante on se retrouve à se demander perplexe ce que l'on était en train de faire. Ou bien ce moment où on a une bonne idée, mais où on secoue la tête en se disant non, ce n'est pas ça. Quoi d'autre? Ah oui, les souvenirs qui n'ont pas été choisis et abandonnés au carrefour de plusieurs choix. Je vous dis pas le reste, c'est une explication du lieu, mais moi ça m'a rappelé juste mon trouble de l'attention qui est tout le temps comme ça. Je suis tout le temps en train de penser à 5 milliards de choses en même temps. Hier j'étais en séance de psy, en sortant, le psy il m'a dit aujourd'hui vous êtes partout. En rigolant parce que je suis la première à en rire, mais
J'étais partout. J'ai dit, mais en vrai, c'est comme ça tout le temps. C'est juste que d'habitude, comme le bureau en fait où j'ai mes séances de psy, c'est toujours hyper silencieux, hyper calme, donc ça va. Mais là, il avait ouvert les fenêtres avec la chaleur. Donc le chien qui aboie, l'interphone qui sonne. J'adore cette phrase aussi, une citation, apparemment, une devise apparemment que je connaissais, que j'avais déjà entendue vaguement. La devise qui dit que notre connaissance détermine notre capacité à voir est bien vraie. À l'heure actuelle, c'est d'autant plus vrai. J'aurais pu mettre d'autres post-it, mais là, ça me concernait moi plus que les autres. Et j'essaie de mettre des post-it sur des endroits qui peuvent concerner tout le monde. Et je l'ai pas chroniqué à l'écrit. Non, parce que je voulais laisser reposer. J'ai vraiment mal. Je vous jure, j'ai vraiment mis des douleurs, c'est horrible. Vivement la semaine prochaine que j'aurai mon médecin. Bref, sur ce, donc coup de cœur, voilà, je l'ai déjà dit, je crois. Maintenant, vous voyez un peu ce que c'est au quotidien. Mais c'est tout le temps comme ça. Sur ce, je vais arrêter cette vidéo avant qu'elle me lâche encore. Je vais vous souhaiter une bonne journée. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des livres, des coups de cœur ces derniers temps, ou des livres que vous avez envie de me conseiller, ou ce que vous voulez en fait. Tant que c'est gentil et bienveillant, évidemment. Et je vous dis à la prochaine. Salut!